Pensons les carnets, c'est une série que je mets à l'intérieur et que j'appelle décompte. Alors, décompte, c'est des fragments, des tout petits points d'intensité là, qui restent dispersés dans l'autobiographie. C'est pas chercher du tout à démontrer. On passe dans l'un ouvre le suivant, je l'attends. Des fois, je prends des petites notes ou je fais des listes. Mais c'est pas facile parce que on se dit mais quelle importance ça a. Et en fait c'est juste de déplier ces toutes petites bribes minuscules là, qu'on regarde au microscope d'importance qui ne vaut que pour soi. Pourtant ce truc ça reste. Et si ça reste, ça veut dire que ça peut déterminer longtemps après des comportements ou des bouffées ou même justement ces angoisses latentes sur quoi on a toujours à travailler. Alors, le souvenir, il est minuscule, mais si on prend Enfance de Sarraute ou Enfance berlinoise de Walter Benjamin, on a beaucoup travaillé en atelier là, cet hiver là, sur les 64 fragments de Nathalie Sarraute dans Enfance, qu'elle écrit à plus de 80 ans, et puis les 32 fragments dans Enfance berlinoise de Walter Benjamin, qui là sont écrits plutôt en début de vie, mais elle était si brève, sa vie, c'est juste un petit truc comme ça. Et ça semble tellement ridicule. Alors c'était à Saint-Michel-en-Lerme, en Vendée, le village où j'ai vécu jusqu'à la 6e, la première année. C'était à l'Aiguillon-sur-Mer, ma mère avait été institutrice là. Ensuite dans cette petite bicoque à Saint-Michel que je rephotographie scrupuleusement chaque fois que j'y vais, mais j'ai plus le droit d'y entrer. Et puis ça a été un petit peu massacré. Et c'est une ancienne île, ce qui fait qu'il y a la rue principale qui est là, où sur la crête, en gros, il y a la vieille abbaye, salut Dominique Sorante. Il y a l'église dont finalement tu y reviens toujours pour les enterrements. C'est tout ce qui nous y ramène. Et puis cette rue là où on avait notre petite bicoque, le garage du grand-père, lui était juste en face de l'église, sur la grande place, là aussi où il y avait la pharmacie. Ça n'a pas trop changé. Et l'autre rue structurante, on va l'appeler rue d'en bas. C'est une rue maintenant, justement le centre est plutôt dévié, on passe par là, une rue un petit peu justement en courbe et qui épouse le bas de l'ancienne île. J'ai refait ce chemin il n'y a pas très longtemps. Et là où la rue qui part du petit centre et qui longe les grands murs de l'abbaye, et puis ces petites venelles là, qui restent aussi profondément imprégnées là, dans la géographie du rêve, rejoignait une espèce de place, et donc avec ces deux rues parallèles. Et là, il y avait la maison d'un gars. Alors, c'est étrange parce que les noms restent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se souvenir des visages. Je ne vais pas aller regarder les vieilles photos de classe et tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est plutôt que les noms, je pourrais les réciter par cœur. Et cette récitation au par cœur des noms là du temps de l'école primaire, ils sont comme une espèce d'état civil, quelque chose qui en toi tellement plus d'importance qu'à là, le passeport tout neuf là, que je viens d'attendre 2 mois et demi parce que le mien était périmé. Et dans ces noms, alors Roland David, il y avait un gars qui s'appelait Métais, puis il y avait ce gars qui s'appelait Didier Richardot. Et on avait exactement le même âge, on était toujours quasiment en tête de cette classe, mais c'est un petit peu CE1, CE2, CM1, CM2, et puis ensuite il y avait tous les bons qui allaient passer le certificat d'études, un gars qui s'appelait Valo, qui était... il ne pouvait pas prétendre à autre chose que le certificat d'études. Pourquoi ? C'était l'écrasement social, alors que nous, là, le père de Richardot, il s'occupait de la laiterie, moi, il vendait des bagnoles, nous, c'était le collège. Mais c'est rétrospectivement, ça aussi, je pense qu'on le sentait même en CM2, cette espèce de tri violent. Ça voulait dire quoi, le certificat d'études ? C'est-à-dire que après tu partais dans la cambrousse, puis tu faisais ce que tu avais à faire, il n'y avait même pas d'apprentissage, tu étais pris chez un patron, puis voilà. Alors que nous, les petits blancs-becs, on continuerait en 6e.
Donc c'était l'anniversaire de Didier Richardot. Alors pourquoi je me suis trouvé dans les derniers à partir? Bon, ça devait être l'hiver, le jour tombait tôt, et j'avais quoi? J'avais 300 mètres à faire. C'est pas compliqué, c'est-à-dire je partais là de chez Richardot, je prenais la rue d'en bas, et je prenais la première à droite, je me souviens plus là comment elle s'appelle, et puis je tombais quasiment directement sur la petite bicoque de mes parents. Elle devait être quoi, dans les 6-7 heures du soir, mais la nuit était tombée. Et sortant de chez lui, là, est-ce que j'ai hésité, pas hésité? Non, c'est que c'était quand même une rue étroite. Et à l'époque, évidemment, c'est ça qui me fait très bizarre, très bizarre. Tu vois, je suis né en 1953, alors disons c'était en 1900, quitté en 1964. J'avais 11 ans, donc là je devais avoir 9-10 ans, c'était en 62-63. Donc c'est quand même pas là dans une antiquité dinosauresque. Oui, mais pourtant, il y avait encore énormément de chevaux, plus de chevaux que tracteurs. Et là, dans cette nuit tombée, peut-être il y avait des éclairages urbains, mais c'était certainement pas les délires qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une grosse charrette qui faisait quasiment toute la largeur de la rue. Et le gars qui la conduisait, il poussait son cheval. Il devait être pressé de rentrer, qu'est-ce que vous voulez? Puis de toute façon, il n'y avait rien. Et donc il y avait cette charrette qui occupait toute la rue, qui venait de loin, avec cette espèce de vacarme là, de roues ferrées. Et puis le cheval, évidemment, avec ses fers là sur le bitume, et puis qui était dans un espèce de trot. Puis c'était de gros chevaux, évidemment, pour tirer ces engins, là, ces remorques. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur au point que ça me revient justement à la fin de l'année. On faisait une petite fête d'école, il fallait faire le cheval. Et alors c'est une scène qui est rigolote aussi. C'est l'instit, monsieur Galipeau, nous fait faire là, il demande à toute la classe de hennir. Et des chevaux, il y en avait partout. Puis les trois quarts de la classe, les parents étaient là dans l'élevage. Alors, tout le monde se met à hennir, et tout d'un coup, il y a eu un hennissement qui a traversé toute la pièce. Ça, c'était un vrai hennissement de cheval. Et bien, figurez-vous que c'était moi. Alors, à la fête là, de l'école, dans le petit gala, à un moment donné, de la coulisse, j'étais censé faire le cheval qui hennissait. Et là, j'ai complètement loupé. Ça a vraiment été une grande déception pour tout le monde. Ma carrière théâtrale a fini de ce moment-là. Mais pourquoi cette fois-là je l'avais réussi? Eh bien, justement parce que ça s'était ancré en moi par cette peur. Et donc, à cause de ce cheval qui arrivait dans la nuit, etc., j'ai pris la mauvaise rue. J'ai marché. Et 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Elle était où la rue à droite? Arrive la rue à droite, je prends la rue à droite, et ça continue. C'était une rue qui continue. Et c'était pas du tout. Et là, pour moi, ça devient un thème intéressant. C'est-à-dire que, pour ça aussi que le grand monde a été si fascinant. Tu peux te perdre là, juste à quelques centaines de mètres de chez soi. Pour le grand monde, quelques kilomètres. Et je relis quasiment une fois tous les 2 ans, le grand monde. Et de mes 10 ans que j'ai lu pour la première fois, précisément vers ces années-là, en tout cas avant la 6e, jusqu'à maintenant, ça en fait des nombres de fois où j'ai relu le grand monde. Et puis je suis encore retourné à Épinal-le-Fleuriel, il y a juste la semaine dernière, visiter le très humble petit musée qui n'est pas facile à entretenir pour les bénévoles là, qui s'en occupent. Mais ça, on sort du sujet. Mais pour moi, c'est ça qui est resté. C'est-à-dire, tu attends quelque chose, tu marches, et tu sais qu'il faut continuer de marcher, et pourtant tu es parfaitement conscient que tu es sur une route qui n'est pas la route que tu aurais dû prendre. C'est-à-dire, tu continues, mais alors que tu es dans l'idée là, d'accomplir un chemin familier, un chemin sûr, partir de la maison des Richardot, prendre la rue, tourner à droite, et c'est la toute petite rue, et puis tu arrives là sur l'espèce d'ancienne place des Halles, et puis ça y est, ta petite bicoque, elle est là, t'as juste à entrer, t'es dans la chaleur là de la cuisine, et puis bon, t'es chez toi, quoi. Et puis non, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que toi tu fais le même chemin, mais le réel autour s'est transformé.
Alors, évidemment, ensuite, tu analyses, tu sais que toute ta vie, tu sais que ce jour-là, à cause de cette charrette et de ce cheval, c'est-à-dire c'était pas courir de peur et tout ça, non, c'est que dans le trouble là, de ce moment-là, non, en fait, c'est tout simplement, tu avais choisi une autre option, une autre direction dans le réel, tu avais pris la mauvaise route, dire à chaque fois que maintenant je passe en voiture, toujours ça te revient, tu dis, mais c'est quoi la rue que j'avais pris où je m'étais trompé en sortant de chez Richardo? Et encore l'autre jour, là, on y était là, début mai, en passant en voiture, tu regardes, en plus là c'était mon fils qui conduisait, donc j'étais à l'arrière, je pouvais voir, te dis alors t'es sorti de chez Richardo là, donc ça avait dû prendre par là, et là quand t'as tourné à droite, et tu aperçois, tu dis mais comment on peut se perdre là? N'empêche que 3/4 d'heure après, en tout cas j'en sais rien, je vais pas les durer, puis de toute façon, c'est pas question d'avoir des montres, pas de montres, tout ça, mais c'est une maison éclairée, et puis là les gens qui habitaient là, qui m'ont mais qu'est-ce que tu fais là, gamin? Et puis attends, je vais te raccompagner chez toi, où c'est que t'habites, et puis ils m'ont ramené. Donc c'était pas, ça n'a pas été plus catastrophique que ça, mais l'idée là, c'est pas l'idée de se perdre, c'est pas le fait que à chaque fois là, que ces trucs d'angoisse de façon latente te prennent, tu sais pas, tu retrouves en fait toutes les strates, les nappes, les superpositions d'angoisse qui te fabriquent dans ton être extérieur. Et c'est pas ça qui revient, c'est l'idée que tu marches sur le chemin habituel, mais que le réel s'était lui-même remplacé par un réel qui t'emmenait ailleurs. Et ça, je crois que cette perception-là, tu vois, la violence de cette perception, c'est pour ça aussi que quand j'ai lu Castaneda, et il m'arrive encore de le relire, y compris là, depuis quelque temps en anglais sur Kindle. Mais je pense que c'est pour ça que Castaneda, plus tard, a eu une telle importance. C'était pouvoir décrypter les mécanismes de ces remplacements de réel dans l'accomplissement même des gestes ordinaires. Et comment? Alors, dans Castaneda, c'est ça le rouage, c'est-à-dire il y a une rupture qui s'effectue, c'est le fameux coup là, du dent de Juan là, qui sur le coup sur le côté un petit peu sur la clavicule, le changement de niveau d'intensité, tout l'impact là sur la mémoire. Donc comment une expérience faite abruptement dans les conditions arbitraires du réel permet qu'on établisse notre connaissance là de cette perception. Je marche dans le chemin habituel, mais le réel s'est remplacé par un autre réel, et qu'ensuite, est-ce que tu peux y accéder volontairement? Plus ou moins. En tout cas, tu y travailles. Tu connais, tu sais, tu accomplis des exercices qui t'aident à entrer dans cette situation de remplacement de réel. Je crois que j'y suis devenu assez fort. Mais la première scène initiale où tu te retrouves jeté, non pas par là, la poussée dans la clavicule, mais là, cette charrette qui arrivait avec un cheval au trot lourd et bruyant dans cette rue étroite avec les brumes de la nuit tombée, et même dans ce paysage si familier avec la vieille abbaye, la rue qui s'en allait vers les marais, etc. Enfin, puis ce tissu de petites venelles, là, enfin, tout ce qui fait là la géographie de ce bled de Vendée en particulier. Non seulement ça reste comme un souvenir d'enfance, ouais, mais c'est tellement petit. Ça reste dans la compréhension de la peur, par exemple dans le rapport que tu peux avoir là, aujourd'hui dans ma génération, avec, par exemple les petits-enfants, comment les enfants vivent la peur. Mais c'est plus que ça, c'est quelque chose qui... Là, les moments où tu es en prise avec le geste de récit, être saisi par le récit, suppose de refaire ce franchissement-là. Et
c'est pas la question de comment ça se passe aujourd'hui, là, pour moi. C'est le fait que tout ce que j'ai travaillé depuis lors, pour que ça s'écrive, pour que ça se travaille, pour que ça vienne en idée, en carnet, probablement aussi même depuis quelques années avec l'appareil photo. Qu'est-ce que je photographie? Qu'est-ce que je filme? Même si je suis beaucoup plus la notion de film, je vis beaucoup mieux depuis que je l'ai écarté et que la caméra et le micro sont l'entrée là en parole. C'est-à-dire ce même puits là qui est l'interrogation sur l'écriture. Voilà, j'ai fait le tour. Donc c'est une scène d'enfance et tu sais que si tu as encore à raconter ou à garder en toi cette scène d'enfance, ce qui se joue dedans, beaucoup plus important, cette sensation de remplacement de réel qui est à la fois ce qui autorise la prise de récit, mais ce que tu cherches à fabriquer. Pour ça que c'est question toujours qu'il y a eu la littérature engagée, la littérature sociale, le machin, tout le truc, et puis comme ça résonne encore de périodes comme en ce moment. Non, c'est pas ça. C'est là, comment, depuis là où toi tu avais été contraint à ce basculement, la rue haute, la rue d'en bas, la rue qui probablement partait dans les champs, la lumière allumée de la ferme où finalement tu t'es débrouillé pour qu'ils t'aperçoivent, mais ça t'aurait jamais eu, de toute façon tu n'avais pas eu trop de timidité ou de peur pour aller même frapper à la porte, et puis tout ça se règle, c'est un gamin de 10 ans, puis la honte, qu'est-ce que, quand même, t'as 10 ans, et on te ramène chez toi, là, à 700 mètres, et que t'avais pu te perdre comme ça, et que t'es tout trouillard et pleureux, et tout ça. Donc tu racontes pas ça, tu racontes à personne ça, tu le gardes pour toi ça. Et finalement, que quand tu comprends que c'est pas ça qui compte, et que tu marchais pour revenir chez toi, et que le réel s'était remplacé par autre chose, et que là, tu comprends ce qui fait que t'as jamais pu faire autre chose toute ta vie, sinon que de rechercher par l'écrit, ça. Décompte 10. On continue.